Nous sommes maintenant passés à notre exercice 3 portant notamment sur le spectrographe des masses. Donc, on va tout simplement étudier dans cet exercice le déplacement d'une particule, maintenant plutôt dans un champ magnétique. Alors, sans plus tarder, on va tout simplement lire notre énoncé qui nous dit ceci. Une source d'ion émet deux isotopes, on a A1, A2, des masses respectives M1 et M2. On dit ces ions pénètrent en O1. Dans une zone où règne simultanément un champ électrique uniforme vertical E et un champ magnétique uniforme horizontal B. On dit les vitesses d'entrée des ions en O1 sont de valeurs différentes mais ont la même direction, la direction O1X. On nous dit ici que l'action du champ de pesanteur sera négligée devant celle des autres forces. À la première question, on veut faire l'inventaire des forces s'exerçant en O1 sur un ion de potassium. Très bien. Alors, on veut tout simplement pour la première question faire l'inventaire des forces. Donc, à la question 1, on va dire tout simplement les forces. On veut donc les forces qui se retrouvent ici à l'intérieur. Donc, on a dit en O1, donc en d'autres termes, les forces qui sont ici pour un ion de potassium. Donc, la première chose, vu que c'est un ion, il est un masse, il aurait le poids. Mais comme on a dit qu'on néglige l'action du poids, on va tout simplement dire que ici on ne considère pas le poids. Mais il y a quoi ici? Ici, il y a une force électrique, un champ électrique. Donc, automatiquement, j'aurai une force électrique et j'ai également un champ magnétique. Donc, j'aurai également une force magnétique. Donc, si je veux faire l'inventaire des forces et si je veux même les représenter, c'est dire quoi? C'est dire tout simplement que voici ma vitesse. Pour pouvoir représenter le champ magnétique, vous utilisez la règle de la moyenne droite qu'on a vue dans la vidéo dont le lien est tout simplement en haut. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Voici mon vecteur vitesse. Le champ est comment? Le champ est sortant. Donc, voici ce vecteur champ. S'il sort, ça veut dire que la force magnétique serait tout simplement dirigée vers le bas. Ça veut dire que si j'ai un ion ici, si je veux représenter les forces, on va tout simplement dire que j'aurai la force, donc, j'aurai la force magnétique dirigée vers le bas. Maintenant, on a également un champ électrique, donc j'ai également une force électrique. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ions positifs. On a le signe plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que je connais cette formule-ci, la force électrique, c'est quoi? C'est la charge fois le champ. Ça veut dire que ces deux, monsieur, si ceci est positif, ils ont une direction, même sens. Donc, si je veux la force électrique, je pars dans la même direction et le même sens que eux. Donc, si je veux représenter ma force électrique, on va tout simplement représenter notre force électrique comme ceci, là, c'est la force électrique. On a négligé le poids, mais si on n'avait pas négligé le poids, il devait exister le poids étant donné que cet ion a une masse. Et ce poids est toujours dirigé vers le bas, vu que c'est l'action que la Terre exerce sur les corps pour les ramener vers le sol. Donc ici, on va tout simplement dire que comme force, j'ai quoi? J'ai tout simplement la force magnétique et j'ai la force électrique. Maintenant, la question 2, on vous demande d'exprimer en fonction de E et de B la vitesse V0 d'un ion entre O1 de O1 à O2 en mouvement rectiligne uniforme. Très bien. Je veux exprimer quoi? Pour la deuxième question, on me demande de trouver V0 en fonction de E et de B. La première des choses, c'est quoi? On m'a dit que mon mouvement est rectiligne uniforme. Si le mouvement est rectiligne uniforme, ça veut tout simplement dire que l'accélération est égale à 0. En d'autres termes, la somme des forces appliquées. Donc, si j'utilise le TC, vu que l'accélération est égale à 0, ça veut dire... Donc, ici, pour pouvoir répondre à cette question, je pense qu'on peut sauter la rédaction. Mais pour pouvoir bien répondre à cette question, lorsque tu seras devenu une épreuve ou lors de ton évaluation, il est toujours important à chaque fois de préciser. Ici, mon système, c'est quoi? C'est la Lyon. Lyon entre O1 et O2. Maintenant, je suis dans quel référentiel? C'est un référentiel terrestre supposé galiléen ou le référentiel de laboratoire. Quelles sont les forces appliquées? Ici, on a bien vu, j'ai une force magnétique et j'ai une force électrique. Maintenant, d'après le théorème du centre d'inertie, je peux donc dire quoi? Je peux donc dire que la somme des forces, c'est-à-dire la force magnétique plus la force électrique, serait égale à M fois le vecteur accélération. Donc, M pour la masse des ions. Ça peut être le premier ou le deuxième. Donc, on prend M de façon générale. Mais qu'est-ce que je sais? Je sais, on m'a dit que c'était un mouvement rectiligne uniforme.
Or, on a un mouvement rectiligne uniforme. Uniforme dit pour dire quoi? Ça revient tout simplement à dire que donc notre vitesse sera constante. Ou le mot uniforme vient dire ma vitesse est constante. Or, comme l'accélération, c'est quoi? C'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Si ma vitesse est constante, ça veut dire que forcément mon accélération, c'est 0. Donc ici, j'aurai tout simplement la force magnétique plus la force électrique sera égale au vecteur nul. Maintenant, projeter. N'oubliez pas, on a dit à chaque fois, il faut projeter. Donc ici, je vais définir par exemple, tu appelles ça O1. Je définis par exemple l'axe des Y ici. Donc, on va dire dans le repère, j'ai O1, OX, O1X, OX, O1Y. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai la force magnétique. La force magnétique est dirigée vers le bas. Donc, sur l'axe des abscisses, c'est 0. Sur l'axe des ordonnées, ça part le sens inverse. Donc, c'est moins Fm. Maintenant, la force électrique. Sur l'axe des abscisses, c'est 0. Sur l'axe des ordonnées, c'est positif. Le vecteur nul a pour coordonnées 0, 0. Donc, ça revient tout simplement à dire que si je prends ceci, j'ai donc moins, on va regarder ça pour les données, moins la force magnétique plus sa force électrique égale à 0. Ce qui revient à dire que force magnétique égale à force électrique. Or, la force magnétique, c'est quoi? La force magnétique, c'est tout simplement égal à valeur absolue de la charge multipliée par vitesse initiale B. On a signé ce l'angle. Or, ici, l'angle, c'est pi sur 2. Donc, le signe, c'est automatiquement 1. Donc, ma force magnétique, ça sera ceci. La force électrique, on sait que ça, c'est pour le champ électrique. Ce qui fait que ces deux messieurs se simplifient et je peux bien obtenir mon V0 qui sera tout simplement égal à E sur B. Donc, voici notre V0 fonction de E et de B. Maintenant, à la question 3, on nous dit que les ions sortent de O2 avec une vitesse V0 parallèle à O2X, pénètrent dans un champ de déviation où règne un champ magnétique uniforme B. Montrer qu'ils sont animés d'un mouvement circulaire uniforme. On va montrer pour la question 3 que nos ions sont animés d'un mouvement circulaire uniforme. Donc, je veux montrer que le mouvement est circulaire uniforme. Uniforme. Alors, lorsque vous avez déjà ceci, il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux choses. Première des choses, c'est quoi? Il y a le mot circulaire. Donc, le mouvement, ça sera un cercle. Il y a le mot uniforme. En d'autres termes, la vitesse doit être constante. Mais ici, là, lorsque vous avez des mouvements circulaires, lorsqu'on dit la vitesse est constante, c'est même pas que l'accélération totale sera égale à 0. Généralement, c'est juste l'accélération tangentielle qui donne 0. C'est dire quoi? C'est dire tout simplement que maintenant, notre particule est où? Il est tout simplement ici dedans. S'il est ici dedans, son champ entrant la vitesse, il vient avec une vitesse comme ceci, V0. Ça veut dire que la force le fait bien dévier dans ce sens-ci. Le champ sortant vitesse, donc la force est dirigée vers le bas, raison pour laquelle il est comme ça. Si le champ est entrant, c'est que la force devait être l'amener vers le haut. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire tout simplement que lorsqu'il a un instant quelconque, suppose que je le trouve par exemple ici, la position de ma particule. Voici la vitesse qu'il a, dirigée comme ça. Qu'est-ce que je sais? La force est la vitesse dirigée comme ça, le champ sortant, la force sera tout simplement dirigée comme ça. Donc, formation toujours d'un angle droit. Donc, voici tout simplement la force magnétique. Ici, on n'a plus des champs électriques, donc plus de force électrique. On n'a qu'une seule force, la force magnétique. Si on appelle ça O, tout simplement le centre. Donc ici, là, comme il route comme ça, on va tout simplement l'étudier dans le repère de Fresnel. Donc ici, je vais appeler tout simplement ceci T et je vais appeler ici là N. Alors, je vais tout simplement dire, donc ici, on est toujours pour définir le système particule référentiel et ainsi de suite. Maintenant, on va dire, d'après le PCI, je sais quoi? Je sais que la somme des forces, il n'y a que la force magnétique, sera égale à la masse des ions fois le vecteur accélération.
Maintenant, ici, vous allez définir plutôt dans le repère de Fresnel. Donc, si j'appelle ceci I, c'est-à-dire où l'origine, où se trouve mon ion, on va dire tout simplement dans le repère de Fresnel, dans le repère de Fresnel, c'est-à-dire O suivant T et N. Qu'est-ce que j'ai? J'ai F. La force magnétique est où? Notre force magnétique est dirigée suivant l'axe des N. Donc, tu es sur un normal. Donc, ici, c'est 0. Et ici, là, c'est tout simplement dans le bon sens, la force magnétique. Ça sera donc égal à M fois le vecteur accélération. Or, ici, on a quoi? On a l'accélération tangentielle et on a l'accélération normale. Donc, ceci va tout simplement permettre de dire quoi? J'ai un système qui veut dire M fois l'accélération tangentielle sera égal à 0. M fois l'accélération normale sera égale à la force magnétique. Donc, les deux informations qui vont vous permettre de conclure sur la nature de ce mouvement. Première information, j'appelle ça 1 et j'appelle ceci 2. Si je prends le 1, ceci veut dire quoi? Ceci revient tout simplement à dire que l'accélération tangentielle égale à 0. Or, l'accélération tangentielle, comme vous l'avez vu en cours, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. C'est 2 égale à 0, ce qui revient à dire que forcément notre vitesse ne peut être que constante. Or, si une vitesse est constante, ça donne quelle information sur son mouvement? Son mouvement est uniforme. Donc, on se sert de ça pour dire donc le mouvement est uniforme. Maintenant que je sais que son mouvement est uniforme, il faut montrer également qu'il est circulaire. En d'autres termes, qu'est-ce qui caractérise un cercle? Déjà, on utilise un repère de Fresnel. Donc, tout ce qu'il faut montrer, c'est que le rayon est constant. Parce que si le rayon de courbure est toujours constant, forcément, ça ne peut qu'être un cercle de ce rayon-là. Donc, ici, pour montrer que c'est circulaire, je montre tout simplement que le rayon de courbure, ça sera constant. Donc, pour ça, j'utilise la deuxième information qui me dit tout simplement que la masse fois le vecteur, la masse fois l'accélération normale. Or, accélération normale, c'est la vitesse au carré. Donc, ici, c'est la vitesse avec laquelle l'encre, ça sera V0 sur le rayon de courbure qu'on va appeler RE. Et ici, la force magnétique, c'est égal à quoi? C'est tout simplement égal à la valeur absolue V0 B. Donc, ça veut dire quoi? R est tout simplement égal à ceci. M V0 sur le QV. Donc, ici, je vais tout simplement dire que voici mon rayon de courbure. Et c'est comment c'est constant. C'est constant parce que dans cette expression, il n'y a rien qui varie. Ceci est constant, B est constant, V0 est constant, la masse du lion est constant. Ça veut dire quoi? Comme son rayon est constant, forcément, le mouvement est circulaire. Le rayon de courbure est constant, ça veut dire qu'il tourne en respectant le même rayon. Forcément, ça ne peut que créer un cercle dans la trajectoire. Donc, c'est constant, on va dire que donc, le mouvement est circulaire. Donc, à chaque fois qu'on demande montrer qu'un mouvement est circulaire uniforme, sachez qu'il y a deux choses. Je montre qu'il est circulaire et je montre qu'il est uniforme. Uniforme veut dire que ma vitesse est constante. Maintenant, circulaire, ça veut dire que j'ai décrit un cercle. En d'autres termes, il existe le rayon de courbure qui sera toujours constant. Donc, passons maintenant à la question 4 où on vous dit ceci. Une plaque photographique perpendiculaire au plan contenant O de X est placée sur la trajectoire de ces ions. On rappelle que le rapport des masses des ions est pratiquement égal au rapport du nombre de masses dans le même ordre. Ok, commençons déjà par comprendre. On rappelle que le rapport des masses est pratiquement égal au rapport du nombre de masses dans le même ordre. Le nombre de masses, c'est tout simplement A1, A2. Donc, si je dis le rapport des masses, ça veut dire en d'autres termes, le rapport. Donc, la masse 1 sera égale au rapport du nombre de masses dans le même ordre. Ça veut dire que si je prends la masse 1, je prends A1, si je prends 2, 2. D'où le même ordre, le rapport de l'un égale au rapport de l'autre. Maintenant, en 4, on vous demande de montrer que les deux ions ont des trajectoires différentes. Alors, je veux montrer que ces deux ions ont des trajectoires différentes. Qu'est-ce que je sais?
Je sais que leurs trajectoires sont circulaires. Donc, pour qu'elles soient différentes, il faut tout simplement que leurs rayons soient différents. Parce que si on a des rayons différents, ça veut dire que les cercles que nous décrivons sont différents. Donc, ici, pour tout simplement montrer que les trajectoires sont différentes, il faudrait tout simplement remarquer que ça, c'est de façon générale l'expression du rayon. Donc, ici, la particule A1, ceci, donc, aura son rayon que je vais appeler 1. Ça serait quoi? Ça serait sa masse fois sa vitesse fois, ils ont les mêmes charges multipliées par le champ. Pour le second, ça serait quoi? Sa masse fois sa vitesse fois. Donc ici, qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est tout simplement ceci. Tout le reste reste identique. Ils arrivent tous ici avec la vitesse V0, donc c'est bon. Donc ici, on va tout simplement dire quoi? La masse 1 est différente de la masse 2, ce qui reviendra à dire que le rayon 1 sera différent du rayon 2. Donc, les trajectoires sont différentes. Les trajectoires sont différentes. Dès que nous avons des rayons différents, ça veut dire que forcément, on n'emprunte pas la même route. Donc ici, il faut tout simplement remarquer que chacun possède sa masse. Le reste est identique, mais comme les masses sont différentes, forcément, les rayons sont différents. Et si nos rayons de courbure sont différents, ça veut dire que nos cercles seront différents, d'où nos trajectoires sont différentes. La dernière question dit que deux tâches T1 et T2 se forment sur une plaque photographique. La tâche T1 correspond à l'ion, donc celui qui a A1. On va calculer la valeur de A2, sachant qu'on nous donne A1, c'est 39, la distance O2, T2, c'est 106,80 cm et O2, T1, c'est 104,13 cm. Alors, pour notre dernière question, on va tout simplement trouver, donc ça c'était 4,1, 4,2, on va tout simplement trouver A2, le nombre de masses pour l'ion C. Donc, on a le nombre de masses pour le premier ion. Maintenant, ici, là, ce que vous allez tout simplement remarquer, c'est le rapport C. Donc, on va tout simplement utiliser ce rapport C. Donc, qu'est-ce que je sais? On sait que, donc ici, on va dire, on sait que la masse du premier sur la masse du deuxième sera égale à A1 sur A2. Maintenant, je dois exprimer dans les masses en utilisant tout simplement ceci. Donc, on va tout simplement dire que si on tire la masse là-bas, j'aurai la masse M1 serait égale à R1 B sur V0 et on aura donc la masse 2 serait égale à R2 B V0. Donc, si j'utilise sa formule M1, ça se fait R1 B V0. Donc, la masse du premier fois l'inverse. Donc, l'inverse de ceci, c'est V0 sur R2 B égale à A1 sur A2. Donc, on peut simplifier ceci. J'aurai R1 sur R2 est égal à A1 sur A2. Or, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Je sais tout simplement qu'on m'a donné quoi? O2, O, pardon, O2, T1 et O2, T2 qui sont tout simplement les diamètres. Et ça, c'est mon cercle de courbure. Dans le centre, on pourrait prendre là, le diamètre, c'est ceci. Or, le rayon, c'est quoi? Le rayon pour le premier, c'est tout simplement le diamètre divisé par 2. Donc ici, là, ça sera O2, T1 divisé par 2. Et pour le deuxième, ça sera O2, T2 divisé par 2. Donc ici, on va tout simplement dire que j'aurai les deux se simplifient. Ça, c'est ça, les deux se simplifient. J'ai donc O2 T1 sur O2 T2 est égal à A1 sur A2. Comme c'est A2 que je vais dire que A2, ça sera tout simplement égal à O2 T2 A1 sur O2 T1. Alors, ceci va tout simplement nous donner 40. Donc, en fait, lorsque vous trouvez déjà des réponses sur là, on sent vraiment qu'on a trouvé. Donc, on va tout simplement dire que le nombre de masses pour notre deuxième ion potassium, c'est tout simplement 40.
Donc, c'était tout pour cet exercice portant sur le spectrographe des masses. Si vous avez des questions, n'oubliez pas bien sûr de les poser en commentaire. Nous allons maintenant passer au dernier exercice de cette vidéo. Et pour cet dernier exercice, on va notamment étudier le mouvement d'un satellite géostationnaire. Déjà, en fait, les satellites géostationnaires, en fait, ce sont les satellites qui se déplacent sur le plan équatorial de la Terre et ils paraissent immobiles pour un observateur se trouvant à la Terre. Donc, son mouvement est un peu synchrone par rapport à celui de la Terre. Donc, en quelque sorte, on peut les confondre avec le mouvement de la Terre. C'est pour ça que pour un observateur placé sur la Terre, il paraît immobile. Alors, notre exercice est le dernier, tout simplement une situation, problème, une évaluation de compétences. Alors, sans plus tarder, on va lire notre énoncé qui dit: Abel a lu dans une revue scientifique qu'un satellite géostationnaire décrit un mouvement circulaire uniforme autour de la Terre avec à une altitude constante h et que la période de ce mouvement est égale à la durée d'un jour sidéral, c'est-à-dire 23h56 minutes 4 secondes. Il se fixe pour objectif de déterminer cette altitude, mais il est bloqué car il ne se rappelle pas de l'expression de la période d'un satellite en orbite autour de la Terre. On nous demande comme tâche d'aider Abel à atteindre son objectif. Alors, comme consigne, on dit on établira l'expression de la période d'un satellite en orbite autour de la Terre à une altitude h autour de la Terre. Et on donne comme données la masse de la Terre, le rayon de la Terre et la constante de gravitation universelle G. Alors, et si notre tâche nous demande d'aider Abel à atteindre son objectif? Or, l'objectif d'Abel, c'est tout simplement de trouver l'altitude h où ce satellite gravite autour de la Terre. Donc, chaque fois que vous avez un exercice, s'il n'y a pas de schéma, essayez toujours d'illustrer un schéma, surtout en physique, parce que le schéma vous aidera à mieux comprendre. Donc, si je veux illustrer ça, c'est dire tout simplement quoi? C'est dire tout simplement que j'aurai la Terre. Donc, voici notre planète Terre de centre O. Donc, voici ma Terre. Le satellite gravite autour de la Terre. Cet exercice est un exercice qui vient très souvent aux examens, notamment ces deux points. Donc, mon satellite gravite autour de la Terre. Donc, on suppose que ça, c'est son mouvement. Donc, je prends mon satellite quelque part ici. Voici mon satellite. Un satellite géostationnaire. Maintenant, on a vu ce qui était, comment faire pour montrer qu'un mouvement est circulaire uniforme. Maintenant, lorsque tu as ton satellite qui gravite autour de la Terre, on peut commencer à rédiger. Donc, pour la rédaction, on va dire qu'il est question pour nous ici. Donc, il est question pour nous ici, tout simplement, d'aider Abel à déterminer l'altitude h de où gravite le satellite. Donc, d'aider Abel à déterminer l'altitude h. Maintenant, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer cette altitude h? Pour ce faire, ils nous ont donné comme consigne de trouver l'expression de la période. Donc, pour ce faire, on va tout simplement d'abord déterminer l'expression de la période. Vu qu'on a la période, donc on va dire l'expression de la période. N'oubliez pas que dans les évaluations de compétences, la rédaction est très importante. Donc, je pense que les différentes étapes, vous connaissez. Donc, tu définis ton problème. Qu'est-ce que je veux? Je vais aider Adèle à déterminer l'altitude h où va graviter notre satellite. Maintenant, pour pouvoir répondre à cette question, qu'est-ce que je dois faire? Donc, tu peux partir de la fin. Je veux h. Or, pour vouloir h, qu'est-ce que j'ai? J'ai besoin tout simplement d'abord de l'expression de la période. Ensuite, j'ai déduit, j'ai tiré h, l'expression de h fonction des autres grandeurs, je calcule et je conclue. Donc, ici, on détermine d'abord l'expression de la période h et ensuite, on tire l'expression de h fonction des grandeurs trouvées. L'expression de h fonction des autres grandeurs, l'expression de h calculée et conclue. Calculer et conclure. Donc, allons-y. Première étape, expression de t. Donc, expression de, lorsque tu as défini tes étapes maintenant,
Je donne les différents cycles pour dire que je suis en train de résoudre cette première étape. Maintenant, mon satellite effectue un mouvement circulaire. Or, qu'est-ce qu'on a dit pour étudier un mouvement circulaire? On étudie dans le repère de Fresnel. Mais maintenant, il y a une chose importante, une petite différence par rapport aux autres exercices. Le satellite est autour de la Terre, donc son référentiel n'est pas terrestre ou bien de laboratoire, mais son référentiel est géocentrique. Donc, parce qu'il est défini par rapport au centre de la Terre. Donc, ici, là, on va rédiger quand même dans système satellite, satellite, référentiel. Et comme nous savons que les référentiels référentiel géocentrique, supposé galiléen. Parce que n'oublions pas que même ce référentiel, lui, n'est pas strictement galiléen. Maintenant, on va dire ici, nous sommes dans un mouvement de rotation. Donc, on va tout simplement dire, d'après le texte, d'après, pardon, c'est plutôt. J'ai quelle force? Je tourne autour de la Terre. On a vu ça lors des premiers chapitres. Ici, on a une interaction gravitationnelle, donc la force qui s'exerce sur cette Terre, c'est tout simplement la force que la Terre exerce sur lui. Donc, on aura une force d'attraction, donc la Terre l'attire vers lui. Donc, on aura tout simplement ceci, la force que la Terre exerce sur le satellite. Or, cette force, il n'y a aucune autre force, juste la force que la Terre exerce sur le satellite. Donc, ici, on va tout simplement dire que la force que la Terre exerce sur le satellite serait égale à la masse. Or, comme on étudie quoi, le satellite, donc c'est la masse du satellite fois le vecteur accélération. Maintenant, on étudie le repère de Fresnel. Mais avant, vous devez définir ce repère. Donc, le mouvement, supposons qu'il route comme ça. Donc, voici la vitesse. Et on va aussi dire, voici T. Voici N. Ah non, on va dire dans le repère S, T, N. Alors, si je suis dans le repère STN, j'ai quoi? J'ai tout simplement la force que la Terre exerce sur le satellite est sur quel axe? Ici, c'est 0, ici, c'est plus, pardon, ça égale à la masse du satellite. Donc, ici, c'est tout simplement la masse du satellite fois l'accélération tangentielle et la masse du satellite fois l'accélération normale. Or, comme on a vu tout à l'heure, le mouvement est circulaire. On voit bien que l'accélération tangentielle, c'est 0. Maintenant, je reste avec la relation. La force que la Terre exerce sur le satellite, c'est la masse du satellite par l'accélération normale. Or, la force que la Terre exerce, comme le poids du genre, quand tu dis le poids, c'est quoi? La masse de l'objet fois la pesanteur. Comme se trouve à une altitude H, voici notre H. Où est-ce qu'il se trouve? Donc, on va tout simplement dire que ceci, ce sera la masse du satellite fois le champ à l'altitude H égale la masse du satellite fois l'accélération normale. Alors, il n'y a pas de vecteur. Ce qui fait quoi? Ce qui fait or. Si on se rappelle ce qu'on a vu dans le premier chapitre, ceci c'est quoi? C'est le rayon de la Terre sur G0 fois le rayon de la Terre plus au carré. Donc, je vais tout simplement dire qu'ici, j'aurai G0, rayon de la Terre au carré sur RT plus H au carré est égal à accélération normale qui est la vitesse au carré sur le rayon plus H. Le rayon de courbure. Or, le rayon de courbure, c'est quoi? Le rayon de la Terre plus H. Maintenant, ici, j'ai tout simplement remarqué que ma vitesse au carré, c'est donc égal à... Or, ceci, c'est quoi? C'est tout simplement le champ à la surface de la Terre. Vu qu'on n'a pas de G0, on a de la masse de la Terre, je vais tout simplement dire que le champ à la surface de la Terre, c'est tout simplement égal à... Donc, je vais mettre ceci. G0, c'est quoi? C'est tout simplement la masse de la Terre, G sur le rayon de la Terre au carré. Donc, ça, là, c'est la masse de la Terre, G sur le rayon de la Terre au carré, multiplié par ceci, c'est simplifié, fois le rayon de la Terre au carré sur le RT plus H. Donc, en d'autres termes, on aura la vitesse au carré sera égale à
MTG sur T plus H. Bien. Maintenant, comme c'est l'expression de T, on cherche quelle relation je sais. Or, je sais que la vitesse est égale au rayon 2 et sur le rayon de courbure, c'est tout ceci, multiplié par la vitesse angulaire. Je sais aussi que T, c'est 2 pi sur oméga. Et qui fait que si je veux, ici la oméga, c'est quoi? C'est V sur, donc ceci, ça serait 2 pi RT plus H sur celui-ci là, c'est V. Ce qui fait que si j'ai ça, je vais tout simplement remarquer que donc mon V, ça sera égal à 2 pi RT plus H de 2 pi sur T. Donc, ceci au carré. Je vais donc dire que ceci là au carré serait égal à la masse de la Terre G sur le rayon de la Terre plus H. Or, ceci fait quoi? Ceci fait tout simplement au carré 4 pi carré RT plus H au carré sur T carré est égal à MTG sur RT plus H. Donc, si je veux la période, comme ils ont demandé la consigne de trouver l'expression de la période, on remarque que ceci est égal à RP carré RT plus H au cube sur MTG. Ce qui va tout simplement faire que notre période est égale à 2 pi racine de RT plus H sur le MTG. Donc, voici tout simplement la période. Et ensuite, je vais l'expression de H. L'expression de H. Bien, si je veux l'expression de H, j'ai quoi? J'ai tout simplement T carré qui est égal à 4 pi carré RT plus H à la puissance 3 sur la masse de la Terre fois G. Ce qui fait que j'ai RT plus H à la puissance 3, c'est égal à T carré, la masse de la Terre G sur 4 pi au carré. Donc, si c'est ça, ça revient tout simplement à dire que on aura H. H sera égal à racine troisième de T carré, la masse de la Terre, G sur 4 pi carré moins le rayon de la Terre. Voici H. Et si on fait la notation numérique, on va donc dire que racine de troisième. Le rayon de la Terre au carré. N'oublions pas, on convertit le rayon de la Terre en secondes. Donc, ça va vous faire T est égal à 23 fois 3600 plus 56 fois 60 plus 4. Donc ceci va donner 8,64 secondes à la période. Donc, on va dire tout simplement ceci au carré fois la masse de la Terre fois 10 exposant 4 fois 6,67 fois 10 exposant moins 11 sur. Donc, ceci va tout simplement vous donner 3, 5, 8, 3, 4, 7, 4, 0, virgule 44 mètres. Donc, voici ça. À le rayon, l'altitude à laquelle se trouve notre satellite. Et de façon générale, l'altitude où se trouve, c'est censé donner égal à 36 000. Donc, ça 36 000 kilomètres. Donc, l'altitude où gravite un satellite géostationnaire. Donc, voilà tout simplement comment procéder. C'était tout pour cette dernière vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas bien sûr de mettre en commentaire et faites vos votes pour le prochain chapitre que vous souhaitez qu'on aborde sur la chaîne.
Donc, il y aura une liste des chapitres aussi. Parmi ces chapitres, il n'y a pas celui que vous voulez. Vous pouvez mettre votre chapitre en commentaire et lors des prochains, ça sera les chapitres que vous avez choisis qu'on va mettre pour les votes. Les chapitres gagnants, bien sûr, on va aborder tout simplement sur la chaîne. Que ce soit en maths, physique, chimie, donc proposez les chapitres sur lesquels vous avez des difficultés. Je vous dis bien sûr merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.